Sud Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h25, merci d'être avec nous. Il est avec nous ce matin, Yvan Rioufol, journaliste au Figaro. Bonjour. Le réveil des somnambules aux éditions L'Artilleur. Alors beaucoup de sujets, forcément, puisque c'est un bloc-notes. Finalement, c'est le résultat de bloc-notes depuis des années et des années. Et on se rend compte finalement que ce qui se passe aujourd'hui, on le savait déjà depuis très longtemps. C'est un recueil des 2 dernières années du bloc-notes que je tiens dans le Figaro tous les vendredis. Et donc, c'est les années 2018 et 2019. Et dans chaque bloc-notes hebdomadaire, je fais une sorte de photographie, ma photographie bien sûr, de ce que je crois voir, de ce que je vois et que j'interprète de ce qu'est la société française et puis la société internationale. Et donc, en effet, à travers cette succession d'albums photographiques, on a le visage de notre société. Et dans le fond, on peut en tirer des lignes. C'est-à-dire que je suis un observateur du quotidien, mais j'essaie aussi d'être un observateur de l'horizon, si je puis dire. Et dans l'horizon, je distingue tout de même des grands axes qui ne sont pas les grands axes qui sont suivis par les hommes politiques. Je résume, c'est-à-dire que les hommes politiques sont plutôt fascinés par la mondialisation, l'universalisme, etc. Or, l'on voit bien que l'appétence des gens partout dans le monde, et singulièrement en France et en Europe, va plutôt vers le localisme, le souverainisme, la protection, le terrain. Et donc, il y a une contradiction fondamentale entre les grands objectifs politiques qui sont suivis depuis maintenant 30 ans, 40 ans, et ce que veulent les gens, avec ce paradoxe malgré tout, que les gens élisent ces hommes politiques. Et donc, d'ailleurs, voilà. vous les appelez les autruches. Hein. Ouais. Oui, les autruches, parce que innombrables à la tête de l'État. Ouais. Ben oui, c'est ça qui est catastrophique, c'est que depuis moi je suis un vieux journaliste maintenant, et depuis 30 ans, je sonne le tocsin en me faisant traiter de décliniste, parce que je dis que on suit une route qui n'est pas la bonne, au prétexte que l'on veut suivre des utopies et que l'on ne veut pas entendre le terrain, parce que le terrain c'est sale, le terrain c'est populiste, etc. Mais malgré tout, nous sommes dans une démocratie, et la démocratie c'est la loi du peuple, c'est la loi du plus grand nombre. Or là, les parce dirigeants... que vous étiez peut-être trop pessimiste, quoi, et donc on veut donner de l'espoir aussi à la vie. Alors d'abord, je suis pessimiste. Sur le déclinisme. Oui, bien sûr, mais vous avez raison. Je suis pessimiste de voir effectivement que ces hommes politiques s'aveuglent de leurs propres utopies, mais je suis particulièrement optimiste sur la capacité de résistance d'une partie de la société, partie seulement de la société. Mais il y a une autre société qui dort aussi, malheureusement. Qu'est-ce qui explique ce manque de courage des élites, justement ? Si on avait vraiment à l'expliquer, je dirais d'un mot, c'est à cause de ce virus du politiquement correct. Je veux dire par là que depuis maintenant 30 ans, s'il y a le virus du Covid n'est rien à côté du virus de la culpabilisation qui a été instillé dans le discours politique, qui est de dire, dans le fond, que l'Occident doit s'excuser de ce qu'il est aujourd'hui, que les minorités doivent avoir toute leur place, et qu'il est temps aujourd'hui pour la France, naturellement, de battre sa coulpe, etc. Et donc, au bout du compte, au prétexte d'un apaisement, qui est le mot qui est maintenant récurrent dans tous les sujets, la société a oublié de se défendre. Elle a baissé les bras, elle a rendu les armes. Et aujourd'hui, la France ne sait plus se défendre des attaques. Or, la France, aujourd'hui, est attaquée. Ouais. Elle est attaquée de l'intérieur, elle est attaquée de l'extérieur, mais elle est gravement attaquée par une contre-société qu'elle a laissé se constituer, une contre-société qui s'est islamisée. On parle maintenant, même le président maintenant parle de séparatisme, sans oser vraiment d'ailleurs désigner ce qu'est cet islam politique. Même vous n'utilisiez pas ce terme il y a quelques années, de séparatisme. Vous auriez pu l'utiliser. J'aurais pu, il faudrait que je regarde. Peut-être je ne l'ai pas vu, en tout cas. Peut-être l'utiliser, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai employé depuis très longtemps le terme de communautarisme, d'islam politique, d'islam radical, d'islamisme, tout ça, je le dis depuis le départ. Eh ben, on en parlera dans un instant. Vos appels 0826 300 300, on revient tout de suite. Vous bougez pas. Oui, avec Yvan Rioufol, il est là pour répondre à vos questions. Il est que Yvan Rioufol, qui est journaliste au Figaro, vous appelle 0826 300 300, et on va partir directement au standard pendant qu'on y est avec Eric qui nous appelle. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Oui. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, et donc bonjour Monsieur Rioufol. Bonjour Monsieur. On vous écoute Eric. Vous avez entendu Yvan Rioufol faire un descriptif de la France depuis des années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors je suis d'accord sur tout, vraiment tout ce qu'il a dit, sauf peut-être un petit désaccord. Il est pessimiste, là, je suis comme lui, si on continue comme ça, si on ne renverse pas la table, c'est évident que tout ce qu'il dit, et il est très courageux, vraiment, je le suis souvent sur CNews, il est très courageux, il se fait souvent un petit peu taper dessus, mais bravo, vraiment continuez à ce que vous faites. Mon tout petit désaccord, c'est quand il dit qu'il n'y a aucun politique de courageux. Moi, je m'excuse. De toute façon, c'est mes idées, mais il y en a au moins un en France avec
on va dire 3 lettres. Je pense que tout le monde comprendra. Il était là lundi matin sur Sud Radio. Il n'est invité que sur Sud Radio. Ouais. Je pense que c'est un homme courageux et il va peut-être même créer la surprise. Ouais. Dupont-Aignan. Bravo. Ouais. Bravo. Je pense que lui, il ne faut pas l'enlever. Il faut pas l'enlever. Il est en train de monter même dans les sondages. Et je pense que de plus en plus de gens l'écoutent. Ouais. Donc voilà, c'était juste le petit désaccord que j'avais avec lui. Il ne faut pas mettre tous les hommes politiques dans le même sac. Ouais. Alors, je ne sais pas, parce que ça fait quand même des années qu'il prêche un peu dans son désert, en quelque sorte. Même s'il il était monté à 5-7% lors des dernières élections, mais, il plafonne, quoi. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, il faut que j'adoucisse un peu, effectivement, mon propos. C'est pas l'ensemble de la classe politique qui est maintenant contaminée par une lâcheté générale. En effet, vous avez des hommes politiques ou des observateurs qui essayent d'aller à rebours du conformisme actuel. Mais au bout du compte, et c'est également ce qui met en cause le peuple français lui-même, c'est que également, les Français ont choisi, dans le fond, ceux qui leur mentaient, enfin ceux qui abusaient de leur confiance. Donc il y a quand même une co-responsabilité chez tous ceux qui aujourd'hui se sentent trahis, mais qui depuis 30 ans ont cautionné ces gens qui sont au pouvoir. Donc quand je parle de somnambulisme, je parle naturellement du somnambulisme des hommes politiques, bien sûr, et des femmes politiques, mais je parle également du somnambulisme d'une partie de la société qui s'est le réveil des somnambules, c'était ça, c'était les somnambules, c'était la population à travers les gilets jaunes. Voilà, je pense que pour moi, le déclic, si vous voulez, qui m'a fait me dire que l'optimisme que j'avais au fond de moi-même sur la réactivité de la société n'était pas éteint, c'est que lorsque les gilets jaunes les premiers gilets jaunes, j'entends bien, ceux de novembre 2018, sont descendus dans la rue, c'est-à-dire cette France oubliée, cette France périphérique, cette France des provinces, qui était arrivée pour dire qu'il ne voulait pas de la mondialisation, en tout cas pas, en l'occurrence, c'était pas d'une taxation sur les carburants pour pallier les insuffisances de la Chine et de l'Inde, etc. C'était ça le sujet. Et donc je me suis dit, ça c'est vraiment formidable. Je me suis vraiment embarqué dans ce mouvement parce que j'y ai vu les prémices d'une nouvelle révolution française. L'acte 1 d'une nouvelle révolution française. Et d'ailleurs, c'est un des chapitres du bloc-notes. Et je persiste à penser que c'était l'acte 1 de cette nouvelle révolution française. Mais on a bien vu que cette révolution s'est essoufflée très vite parce qu'il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de slogan, il n'y avait pas de concept, il n'y avait pas de leader. Diffus, et donc, cette révolution-là s'est même rétamée en beauté il y a 15 jours. Parce que j'étais également là-bas et on a bien vu que ça avait été récupéré par l'extrême gauche, par les violents, etc. Donc, bref, cet espoir que j'avais eu est un espoir qui a été évanescent. Mais je persiste à penser qu'il y a au cœur de la société aujourd'hui d'abord une telle violence de la part des réalités qui surgissent. Il y a une sorte de coup d'état permanent des réalités qui ne correspondent pas du tout à ce que l'on avait décrit de ce qu'était la France, en disant que tout se passait bien. Alors, rappelez-vous quand même tous les discours qu'on a pu avaler. L'immigration est une chance pour la France, l'islam est une religion de paix et tolérance, nous avons le meilleur système éducatif. Bon, il y a eu quand même une série de désinformations. On s'est gargarisé pendant un bout de temps. On s'est contenté de ça pendant longtemps. Enfin, non, nous étions quelques-uns depuis 30 ans, encore une fois, à dire que c'était pas vrai, qu'on voyait bien que quand vous regardiez les faits, quand vous alliez sur le terrain, c'était pas du tout ce que l'on voyait, mais simplement le terrain fait peur et on a peur de décrire ce que l'on voit. Et moi, je m'applique, je suis une sorte de photographe de l'écrit, je m'applique à décrire très systématiquement ce que je vois, quitte à passer pour un facho, un extrémiste et tout ça, parce que c'était également ceci qui est compliqué pour vous avez tout de suite une étiquette, bien sûr. Évidemment, ça fait 15-30 ans que je me balade avec ça. Maintenant, alors au début c'est très, très désagréable, puis après vous en prenez votre parti. D'autant que maintenant, vous vous rendez compte que vous êtes rejoint par tous ceux qui vous critiquaient. Beaucoup d'autres. Oui, c'est ça. Vous êtes rejoint par une partie de cette gauche qui, à l'époque, vous disait que vous étiez un affreux et qui, aujourd'hui, se rend compte, en tout cas, parlant de l'islam radical, qu'il est en effet temps de se réveiller. Et on voit même que la presse, aujourd'hui, simplement, hier, commence à se rendre compte que la liberté d'expression commence à être menacée. Il serait peut-être temps, ça fait 30 ans que je le répète. Yvan Rioufol, vous dites même que la fierté d'être français devient répulsive. Oui, elle a été répulsive. Elle l'est moins maintenant parce qu'elle est portée par toute cette société oubliée qui se réclame justement de sa culture, de ses racines. Mais pendant très longtemps, être fier d'être français, c'était ce qui caractérisait l'extrême droite. Et il ne fallait pas faire le jeu de l'extrême droite. Il ne fallait pas faire le jeu du Front National. Donc, partant de là, vous ne pouviez pas, même pas dire ceci, ce truc fondamental que de dire fier d'être français. Max Gallo avait fait un bouquin qui s'appelait Fier d'être français, qui avait eu d'ailleurs un succès considérable, parce qu'il avait brisé, en plus il venait de la gauche, il avait brisé ce premier tabou qui était de dire qu'il y avait vraiment aucune raison de ne pas se
croire fier de ce que l'on est. Or, dans cette idéologie qui tente à faire croire que tout est maintenant remplacé, remplaçable, indifférencié, etc., il n'y a pas de raison de se dire davantage fier d'être français que fier d'être d'autre part, et que toutes les cultures, toutes les nations, tous les peuples sont indifféremment remplaçables, etc. Non, ce n'est pas vrai, c'est dangereux, cela crée des tensions, cela crée des guerres, cela crée des guerres civiles. J'avais fait un livre qui s'appelait La guerre civile qui vient. Nous y approchons. On voit bien aujourd'hui que les tensions dans les communautés qui se sont laissées se développer dans l'indifférence générale, je parle de la France, fait en sorte que la France se balkanise aujourd'hui, se libanise, et il est temps naturellement que tout le monde se réveille, et que non seulement se réveille, mais aille défendre, dans le fond, ce qu'est aujourd'hui une France menacée. Ouais. On continue au standard avec Robert de Toulouse. Bonjour Robert. Bonjour, oui. Ce matin, je suis pessimiste. Ouais. Ah. Oui, je pense en fait que nous arrivons à l'aboutissement d'une politique plus ou moins consciente qui date de plus de 30 ans, c'est-à-dire que depuis les réformes de l'éducation nationale, on a fait des moutons, et puis on voit le résultat. Et quant à ce qui concerne l'islamisme, déjà en 62, ma mère voyait ce qui arrive aujourd'hui, parce que c'est une religion qui cherche à conquérir le monde. Aujourd'hui, on est devant un monde où je crois que malheureusement la France retombe dans ses travers. Elle ne sait se réformer que dans la brutalité, dans la révolution, dans la réforme, mais je me demande si ce peuple n'est pas trop devenu mouton. Ouais. D'où ce titre, le réveil des somnambules. Restez avec nous, Robert. Yvan Rieufol va répondre effectivement à cette remarque, cette réflexion. Yvan Rieufol. Oui, il y a le peuple, une partie du peuple est devenue moutonnier, en effet. Et d'ailleurs, mais moutonnier par désespérance. Il y a eu en 2004 une lettre des préfets qui avait dit « Les Français ne croient plus en rien ». C'était une première alerte. Ils constataient sur le terrain que les Français étaient démobilisés. Ça, c'était qui? C'était les préfets. L'ensemble des préfets avaient fait une note commune disant « Les Français ne croient plus en rien ». C'était une sorte d'alerte en disant « Ils ne rentrent plus dans le processus électoral, ils se désintéressent de la démocratie, ils se désintéressent de leurs élites, et ils ont l'impression aujourd'hui que même la moindre révolte est inutile parce que tout ceci ne sert à rien ». Et effectivement, il y a eu une sorte d'acquiescement, je vois ça comme ça, une sorte de moutonnerie, bien sûr, que l'on a vu d'ailleurs avec le Covid. C'est-à-dire que moi, j'ai été stupéfait de voir que ce peuple, ces Gaulois réfractaires, aient pris leur charentaise, sont mouftés, en ayant peur repliés sur eux-mêmes, acceptant tous les interdits, acceptant toutes les mesures de restriction des libertés au prétexte d'une peur qui a été surjouée de mon point de vue. Enfin, c'est un sujet que vous avez abordé tout à l'heure. Je n'y reviens pas, mais moi, j'approuve totalement ce qui a été dit. Je trouve que cette instrumentalisation de l'infantilisation des peuples, des Français, a fait en sorte qu'en effet, nous avons aujourd'hui une partie d'un peuple qui est un peuple soumis. Et j'appelle, moi, mon appel, quand je dis le réveil des somnambules, c'est également pas simplement un constat, c'est une incitation à se réveiller, parce qu'il y a encore beaucoup de somnambules au cœur même de ce peuple moutonnier qui, par lassitude, par peur, par, je ne sais pas, par lâcheté, par culpabilité, a décidé d'abord de ne participer plus aux élections. Regardez encore les dernières législatives, 85% d'abstention dans les dernières législatives. Je ne parle pas des municipales. Non, mais c'est vrai. Donc il y a une vraie crise de la démocratie, il y a une vraie crise de la représentativité. Il faut un vrai chef. Ensuite, on voit que dans les sondages, en effet, il y a maintenant une demande, en tout cas, pour un chef, pour quelqu'un qui puisse représenter. Mais je ne suis pas sûr que... Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel, parce que pour l'instant, l'homme providentiel, il n'a pas plus d'idées que n'en ont les autres, qu'en ont eu les autres. Donc, je crois que c'est un autre sujet, mais je pense que pour sortir de ce marasme-là, il faut que ce soit la société entière, cette société collective, qui fasse... montre d'une intelligence collective, dans le fond, afin d'insuffler aux hommes politiques qui dorment les vrais sujets qui sont à débattre. Et les vrais sujets qui sont à débattre, je les ai évoqués très rapidement tout à l'heure, c'est de revenir à davantage, de mon point de vue, d'après ce que je crois comprendre de la France, de revenir à davantage de protection, davantage de souveraineté, d'enracinement, de proximité, davantage de souci de soi-même, et reprendre le goût de se défendre. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Oui, même Philippe Martinez de la CGT ce matin a évoqué le protectionnisme
populisme, même s'il a du mal à dire national, parce que évidemment, on comprend tout ce qu'il y a derrière, mais bon, il dit qu'il faudrait mettre des clauses sociales pour moi, protéger. Je suis un libéral de culture, et libéral en politique et également en économie, mais un libéral, de point de vue économique, ne peut plus raisonner doit raisonner contre lui-même en disant qu'une partie d'un protectionnisme doit être maintenant installée afin de pérenniser une concurrence libre et non faussée. Oui, c'est ça le Il libéralisme. disait, et c'est pas inintéressant, il disait on doit mettre un certain nombre de clauses sociales en fait dans l'ensemble des contrats, des appels par exemple pour des marchés publics, mettre des clauses pour que ce soit respecté. Peut-être pourrais-je me rejoindre avec, ce serait quand même avec la CGT, pourquoi pas, mais vous voyez bien qu'il y a là un grand chamboulement intellectuel à conduire, et que ce grand chamboulement intellectuel, il n'est pas pour l'instant dans les partis politiques. D'ailleurs, vous avez le numéro 2 de La République En Marche qui a démissionné ce week-end en disant La République En Marche ne produit plus aucune idée. C'est pas moi qui le dis, je le dis depuis longtemps, mais c'est lui, c'est eux qui le disent. Donc ils sont au moins intelligents, ils ont au moins cette intelligence de la lucidité. Et quand les partis politiques ne produisent plus d'idées, eh bien vous avez tout un système qui s'effondre et les idées s'éparpillent dans la société. Et moi je pense que les idées, elles sont au cœur du peuple français, que c'est pas un chef qu'il nous faut, c'est pas l'homme providentiel, mais c'est le peuple providentiel. Je pense que c'est au peuple de devenir providentiel. C'est à lui de descendre, peut-être même de descendre dans la rue, si vraiment il ne peut pas se faire écouter autrement qu'en hurlant. Et je pense qu'il faut hurler aujourd'hui afin de bien comprendre que nous sommes à une croisée des chemins. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous allons vers une sorte d'effacement si l'on ne fait rien. Et encore une fois, les hommes politiques sont tétanisés, ils n'ont plus d'idées. Il y a un grand vide intellectuel, il y a une crise de l'intelligence que j'évoque, je crois, dans ces blocs-notes-là, en disant qu'il n'y a plus, mais même chez les intellectuels, voyez... il y en a quelques-uns qui, quand même, débat, la revue Le Débat, qui a décidé de se saborder, parce que intelligence et bon sens. Qui elle-même a décidé de s'aborder parce qu'elle-même constate qu'il n'y a plus d'intellectuels qui sont à haut niveau et qui n'arrivent plus de notre époque. Merci Yvan Rieufol, c'est le réveil des somnambules, bloc-notes de 2018 à 2019 avec des réflexions en introduction, chronique d'une colère qui monte, on l'a bien compris aussi à travers vos appels. C'est aux éditions L'Artilleur. Merci, on va revenir sur Une certaine France dans un instant.